c'est un plaisir d'abord d'être à Paris, de parler devant un auditoire nombreux et jeunes. Je l'observe, je ne sais pas si mes prédécesseurs vous le font remarquer, et ils doivent avoir l'habitude de parler dans ce genre de configuration. Souvent, c'est comment dire, un peu plus expérimenté. Donc, tant mieux que des jeunes viennent essayer de comprendre. Alors, d'où vient ce livre? Parce qu'en fait, avant de répondre quelque part aux angles que vous avez voulu donner en introduction, d'où vient ce livre? Pourquoi est-ce qu'on se met subitement un jour à écrire un pavé? Parce que, ouais, c'est un pavé. Disons les choses, hein, c'est 600 pages. Donc ça sert à caler la commode qui est un peu cassée, mais ça ne sert pas qu'à ça, ça sert effectivement à un manuel de référence. Et bien tout simplement parce que j'étais, il y a 15 ans de ça, à l'école de guerre, et puis on me dit, tiens, Kempf, muté à l'OTAN. Bon, d'accord, c'est sympa. Et je me précipite à la FNAC, je veux dire, normal, je suis un homme de l'écrit comme vous, et je commence à regarder, il n'y a rien. Pas un bouquin sur l'OTAN. Alors, il y avait déjà un peu Internet à l'époque, je ne sais pas s'il y avait déjà Amazon, mais je trouve rien. Et curieusement, alors si, il y avait l'histoire de la rupture de 66, la France et l'OTAN, il y avait le bouquin de Zorgbib de 95, qui était une histoire de l'OTAN, mais une histoire de l'OTAN. Il y avait un bouquin de Colson, enfin il y avait quelques ouvrages, mais finalement il y avait peu d'ouvrages de synthèse qui nous décrit. Ce qu'on réussissait à trouver, c'était éventuellement le manuel de l'OTAN, qui était édité par le service de presse de l'OTAN, donc c'était informatif. Et alors, vous dites que celui-là n'est pas critique. Le manuel de l'OTAN, lui, pour le coup, il ne l'était pas du tout, si vous voulez. Et alors là, c'était... Bon. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, je me dis, bah voilà, tiens, j'ai repris goût aux études avec l'école de guerre. Et si je travaillais sur ce sujet, et ben voilà, j'ai travaillé dessus, j'ai cherché, c'est un travail académique d'abord, je l'ai enseigné, et puis du coup je l'ai écrit, et puis du coup, puis c'en est la deuxième édition revue et augmentée, je tiens à dire qu'elle a été augmentée, et effectivement, pour reprendre un peu vos mots, c'est une sorte de manuel. Alors manuel, c'est à la fois l'OTAN pour les nuls, mais malgré tout, et c'est là où il faut apprécier le mot critique, j'essaye malgré tout, en de nombreux chapitres, d'expliquer les dessous des cartes. Je garde ce qu'en termes scientifiques on appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire je dis pas c'est bien, c'est mal, je me garde toujours de dire c'est bien ou c'est mal. Après, c'est au lecteur, c'est aux citoyens de se prononcer. Mais j'essaye malgré tout toujours d'expliquer le dessous des cartes pour dire pourquoi est-ce qu'il y a telle et telle position. Parce que si vous avez des positions sans comprendre quelles sont les logiques sous-jacentes qui amènent à des points d'équilibre, c'est pas très utile. Et c'est pour ça que le livre est effectivement un OTAN pour les nuls, qui est autre chose que la langue de bois, je pense, je tenais à le dire. Et je reviens ensuite à la notion de critique. Très souvent, et j'y ai fait allusion avec la littérature qu'il y avait sur le sujet, très souvent je voyais la France et l'OTAN. Et très souvent, et en France particulièrement, on voit l'OTAN au prisme des intérêts français, et quelque part au prisme d'un débat qui est celui de la guerre froide, qui est très souvent ceux qui en débattent en disent du mal, rares sont ceux qui en disent du bien. Il y a peu d'attentistes avoués en France, disons les choses simplement. Mais le problème, c'est que ce débat, pour faire simple, l'OTAN est aux mains des Américains, c'est un débat qui est dépassé et qui ne correspond pas à les enjeux actuels. Or, il y a des vrais enjeux, des enjeux politiques, des enjeux stratégiques, qui agitent l'Alliance. Alliance qui est, et je le dis d'entrée, voilà, pour montrer ma liberté de penser, qui est beaucoup plus fragile que l'image que vous pouvez en avoir. Et c'est un peu ça ce dont il est question aujourd'hui.
Alors l'OTAN pendant la guerre froide, c'était quoi? C'était Lord Ismay, qui était l'un des premiers secrétaires général, qui dit en 51 ou en 52, l'OTAN, ça sert à garder les Russes dehors, les Américains dedans, et les Allemands dessous. Bon. Programme qui a marché pendant 45 ans. Alors, les Russes sont toujours dehors, les Américains sont toujours dedans, les Allemands, ils sont dedans, on va dire. Voilà. Ils ont une position particulière, mais vous comprenez bien que ce code génétique de l'OTAN, de départ, il demeure. Et ce qui explique d'ailleurs une certaine polarisation actuelle autour de ce qui se passe en Ukraine, qui ne répond peut-être pas forcément aux défis stratégiques du moment, mais nous y reviendrons. Le livre, vous avez eu la gentillesse de rappeler son sous-titre. Alors, c'est l'OTAN au XXIe siècle. Si je dis au XXIe siècle, c'est bien pour dire que le XXe siècle s'est passé et que finalement, je ne vais pas parler de la guerre froide. J'ai un chapitre historique, bien évidemment, d'où est-ce qu'on vient. On commence toujours par un chapitre historique. On commence toujours ces dissertations par, soit en fin d'introduction, soit en début de première partie, un petit panorama historique. Pareil sur un livre. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la transformation d'un héritage. Parce que l'OTAN, depuis 1990, c'est d'abord un héritage, l'héritage de la guerre froide, grand 1, qui a été remarquablement, quand je dis remarquablement, c'est-à-dire qu'on peut le remarquer. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que le résultat est positif ou négatif. Je dis que vous pouvez le remarquer. C'est-à-dire que objectivement, on peut dire, wow, ça s'est vachement transformé. Oui, l'OTAN s'est remarquablement transformée en 25 ans, au point qu'elle ne ressemble pas réellement à sa structure et à ses activités d'il y a 25 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. En revanche, il demeure un certain nombre de traits prégnants qui sont toujours là et qui font que c'est quand même encore et toujours l'OTAN. L'OTAN après la guerre froide, parce que l'autre question du livre, la question en termes académiques, on dirait la problématique. C'est quoi la problématique? La problématique, c'est, si c'est un outil de la guerre froide, ça aurait dû en 91 disparaître, ce truc-là. Comme le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie est dissous en 91. Pourquoi pas l'OTAN? Pourquoi pas l'OTAN alors que tous les autres trucs, l'OTAS, qu'est-ce qu'il y avait, CENTO, enfin toutes les autres grosses alliances collectives ont périclité. Le pacte de Varsovie qui a été créé à l'imitation de l'OTAN en 1955 disparaît et l'OTAN se maintient. Pourquoi? Ça, c'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre. Alors pour ça, si vous me permettez, le livre est articulé, je vais en parler assez rapidement, parce que d'abord, j'ai très envie que vous l'achetiez et que vous vous rendiez compte par vous-même de comment il est articulé, mais plus sérieusement, pour qu'on évoque les débats en cours. Il est articulé en 4 parties, une qui décrit l'état actuel de l'Alliance, comment ça fonctionne, l'organisation. Voilà, on décrit structure de commandement, structure de force, enfin ce genre de choses. Une deuxième partie où je parle des alliés, parce que très souvent on dit l'Alliance, comme un espèce d'objet qui existerait en soi. Or, l'Alliance n'existe pas sans les alliés. L'Alliance est une organisation internationale comme les autres. Il n'y a pas de transfert de souveraineté à l'Alliance Atlantique. Tout se décide au consensus. Un petit exemple, l'Alliance ne reconnaît toujours pas la Macédoine et la désigne toujours sous le titre de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Pourquoi? Parce que les Grecs mettent depuis 15 ans, 10 ans, 15 ans, un veto. Donc la Grèce, on en parlait beaucoup depuis hier. Je ne sais pas si vous avez vu, à la radio, tout le monde nous dit 2% du PIB de l'euro. Claire, rien. Ben, la Grèce réussit à empêcher l'Alliance Atlantique de prendre une décision politique importante. Tout ça pour dire, et c'est quand même une certaine différence entre l'Alliance Atlantique et l'UE, c'est qu'à l'UE, vous avez eu du transfert de souveraineté. Dans l'Alliance, vous ne l'avez pas. Vous êtes toujours
dans un système, je dirais, westphalien, d'organisation internationale à l'ancienne, qui plus est, organisation internationale qui est spécialisée, alors que l'UE est à compétence générale, comme l'ONU, l'Union africaine, etc. Organisation spécialisée dans les affaires de défense et dans les affaires militaires, grand 1, est spécialisée puisqu'elle est géographiquement circonscrite aux pays qui en sont membres. Donc, tout ça pour déjà relativiser cette espèce d'alliance dont on fait grand cas et qu'on magnifie un peu trop, qu'on n'apprécie pas à sa juste mesure en France. Dans cette partie sur les alliés, j'évoque la France, vous en doutez, j'évoque aussi l'Union européenne, avec cette question de l'éventuelle concurrence, compétition, complémentarité entre les deux organisations. Une troisième partie, je vais y revenir peut-être un peu plus en détail, évoque les différentes transformations, comment elle s'est transformée, cette alliance. Et puis une quatrième partie évoque ce que j'appelle les défis, qui peuvent être aussi bien la question économique, qui peuvent être la question des armes qu'on dit de destruction massive, ça peut être la question du terrorisme, ça peut être la question du cyber. Donc voilà. Et donc, effectivement, c'est une sorte d'OTAN pour les nuls. Et vos sources sont enfin, en tout cas, c'est les retours que j'en ai. Effectivement, si vous voulez comprendre quelque chose à ce truc-là, notamment si vous y êtes muté, bah, c'est pas mal de le lire avant, parce qu'au moins vous savez d'où vous partez. Alors, elle s'est transformée. Elle s'est transformée pour un certain nombre de raisons. La première, ça a été l'organisation de la sécurité européenne. Souvenez-vous, au moins pour les plus anciens, pour les plus jeunes, vous avez vu ça dans les livres. En 92-93, on avait l'éclatement de la Yougoslavie, on avait tous les anciens pays du pacte de Varsovie qui étaient, on ne savait pas très bien où, on avait une Union soviétique qui avait éclaté avec un certain nombre de républiques résiduelles, ou héritières, pardon. Je fais attention aux mots qui ne soient pas mal interprétés. Héritières. Comment est-ce qu'on allait organiser tout ça? Et l'Alliance Atlantique a été un des instruments utilisés par les Européens pour organiser tout ça au travers de ce qu'on a appelé tout simplement l'élargissement. Et donc en 1990, l'Alliance comptait 16 membres. On a eu un premier élargissement implicite avec la réunification allemande, puisque la RDA s'est raccrochée à l'Allemagne, donc l'air de rien, à l'époque, en 90, l'Alliance a grandi, personne ne l'a remarqué. Et puis après, tout au long de la décennie, on a organisé l'inclusion des anciens pays du pacte de Varsovie, avec d'abord la Tchéquie, la Pologne et la Hongrie en 99, et puis les trois États baltes, Slovaquie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie. Le coup d'après, c'était en 2002 ou en 2004. Voilà. L'OTAN a d'abord servi à réorganiser la sécurité européenne. La deuxième chose, elle a une sorte d'élargissement, une autre forme d'élargissement au travers des opérations. L'Alliance n'avait jamais été engagée en opération. Vous avez certainement lu quelque part, l'Alliance a gagné la guerre froide. Ouais, très bien. Elle l'a gagnée en tirant des coups de fusil seulement sur les champs de tir, si vous voulez. Avec des règles de tir, etc. Mais jamais en situation réelle. Les premiers coups de feu, les premiers missiles, les premiers obus ont été lancés sur les premières opérations d'interdiction au début des années 90 au-dessus de la Yougoslavie. Et puis après, on a eu une succession d'opérations en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, en Libye. On a eu ce qu'on a appelé des missions en Irak. On a une opération dite article 5 en Méditerranée. On a une opération maritime au large de la Somalie, plus un certain nombre d'autres petites choses. Vous avez eu un gigantesque élargissement que j'appellerais opérationnel. L'alliance, qui était un objet de non-emploi, est devenue un outil employé. D'accord ? Et ça a été
très nette à partir de 1995 et ça se termine globalement en 2015, puisque la FIAS en Afghanistan s'est terminée en décembre, et là on a une petite mission d'encadrement et de formation qui va durer pendant encore 2 ans, mais ça n'est plus de la même teneur. Le troisième type d'élargissement, c'est ce que j'appellerais la contribution à la sécurité mondiale, au travers d'un certain nombre d'instruments, intéressants d'ailleurs, et là d'ailleurs le temps a été plus en pointe que l'Union européenne. Si l'Union européenne avait utilisé la formule des partenariats telle que l'a inventé très tôt l'OTAN, peut-être qu'on aurait évité les bêtises faites en Ukraine. Je ferme la parenthèse. Voilà. Au travers donc de ce qu'on a appelé le partenariat pour la paix, qui a permis de rassembler un certain nombre de pays, pour faire simple, de l'ex-espace soviétique. Voilà. Mais aussi la création d'un dialogue méditerranéen qui organise un partenariat avec les pays du sud de la Méditerranée, sauf la Libye, plus la Jordanie et Israël, et enfin une troisième structure qu'on appelle l'initiative de coopération d'Istanbul, qui s'adresse aux pays du Golfe, même si l'Arabie Saoudite n'y est pas. Un certain nombre d'autres partenariats individuels ont été développés, je ne vais pas rentrer dans la technique, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas simplement l'élargissement, il n'y a pas simplement les opérations, vous avez des formules souples de dialogue à 28 plus X ou à 28 plus 1 qui ont permis d'organiser des coopérations un peu pratiques. Je passe sur les notions de coopération civilo-militaire, d'approche globale, toutes choses un peu techniques. Alors s'il y a des FANA-Mili, FANA-Stratégie, etc., on pourra en parler un peu après, mais en général, le grand public voit ça d'assez loin. Sachez que ça a été pris en compte par l'Alliance. Et puis l'Alliance a pris en compte un certain nombre de nouveaux défis qui font plutôt l'objet de la dernière partie. Si l'Alliance a toujours été une alliance nucléaire, son discours sur le nucléaire a malgré tout bien évolué au cours des 25 dernières années. On a parlé de prolifération, on parle de défense antimissile, on parle de choses comme ça. Autour du terrorisme, en 2001, l'Alliance n'avait rien à dire sur le terrorisme, c'était une gigantesque surprise stratégique. Vous me direz, il n'y a pas que l'Alliance, hein. En tout cas l'Alliance, oui. Et c'est un sujet qui continue à activer les débats et qui les active d'autant plus que ce qui s'est passé il y a 15 jours, pas loin d'ici, nous le rappelle. Et enfin, la question du cyber et de l'action dans le cyberespace. Voilà la présentation générale. J'espère que je suis dans les temps. Oui, c'est bon. Quels sont aujourd'hui, dans une sorte de deuxième temps de mon intervention, avant de vous laisser la parole, quels sont les points qui font débat aujourd'hui ou qui sont un tout petit peu polémiques et qui vous montreront que je peux avoir une certaine liberté de penser. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'Alliance est un instrument au service des Européens. Bon, là, qu'est-ce qui nous sort ? Qu'est-ce qui nous... Ah, vous voyez, hein, là, j'ai réveillé, là. Hein. Ouais, parce que dans votre esprit, c'est aux mains des Américains, ce truc-là. Parce que vous avez tous... Voilà, qui n'avait pas cette idée-là avant de rentrer ? Il n'y a pas une main qui se lève. Dans l'esprit des Français, l'OTAN, c'est le truc qui est aux mains des Américains et c'est l'instrument de la mainmise de Washington sur l'Europe. D'accord. Sauf que quand vous regardez un peu ce qui se passe, ce sont les Européens qui demandent aux Américains de venir en leur disant « Écoutez, monsieur les Américains, je vous donne les clés du camion, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous me garantissez la sécurité, ce qui me permet, grand 1, de ne pas avoir ces espèces de rouges, vous savez, avec le couteau entre les dents, qui viennent. Grand 1. Et grand 2, et ça c'est surtout depuis 25 ans, ça me permet de tailler dans tous mes budgets de défense. D'accord ? Comme ça, je suis en déflation stratégique. Vous savez, les dividendes de la paix, qu'on continue à tirer depuis 25 ans. Vous savez, tous les budgets de défense dans lesquels on taille hardi petit, d'accord, c'est à cause de quoi ?
C'est parce que les Européens se sentent en sécurité, ils se sentent en sécurité grâce à Washington. Donc, la déflation de défense, qui est une déflation d'abord d'efforts de défense des Européens, qui entraîne donc la déflation stratégique de l'Europe, parce que c'est de ça dont il est question, c'est d'abord une décision européenne avant d'être une décision américaine. La mainmise américaine est une conséquence d'une volonté ou d'une absence de volonté, ou appelez ça comme vous voulez, des Européens. Bref, nous sommes des passagers clandestins, nous les Européens, pas trop les Français. Nous, on est d'ailleurs les seuls. Ce qui explique au passage l'excellente relation bilatérale que Paris a à Washington aujourd'hui, qui ne s'explique que pour cette raison. Nous faisons encore des choses de défense, alors que tous les autres, sauf peut-être un peu les Anglais et peut-être un peu maintenant les Baltes, plus personne ne fait rien. Enfin, les Baltes, ils n'interviennent pas beaucoup, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Pourquoi est-ce qu'on a une bonne opinion en ce moment à Washington ? Vous allez me dire, c'est que des atlantistes, c'est des molettistes, d'accord, vous avez raison, d'accord. Mais le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est que l'attitude stratégique de Paris et de Washington est la même, alors que celle de tous les autres Européens est celle de la démission. Donc, vous avez des gars qui vous racontent l'Europe, ça doit faire du soft et pas du hard, on doit faire de la sécurité et pas de la défense, mais pourquoi intervenir, etc., etc., etc. Tout ça, c'est une décision européenne. Ça va, je vous ai... Hein ? Ça va, je suis assez critique, là ? Hein, ça... Bon. Non, mais... Une autre. Alors, une autre, ben, c'est un peu la conséquence. La conséquence, et on l'a bien vu en dessous en filigrane du sommet de Galles qui a eu lieu en septembre dernier, c'est que la relation transatlantique, elle bat un tout petit peu de l'aile. Parce que les Américains, ils en ont un peu marre, là, le coup du passager clandestin. J'ai le camion, mais j'ai 28 Européens qui sont planqués... vous savez, sous les essieux, etc., etc. Et du coup, ça alourdit, j'arrive pas à manœuvrer, et c'est moi qui fais tout, mais... Les Américains, ça ne les amuse pas trop. Alors, au déclin européen, parce qu'il y a un déclin européen, je lis partout le déclin américain, peut-être, regardons le déclin stratégique européen. D'accord ? Au déclin européen répond la fatigue américaine. Donc, ça peut être le leadership from behind, vous savez, ce qu'on avait inventé au moment de l'opération en Libye. Ça peut être toutes les histoires de séquestration budgétaire qui a eu lieu l'an dernier. Ça peut être, et il faut écouter, les discours des responsables américains et notamment des ministres de la Défense qui, depuis 3 ans, ne cessent d'admonester les Européens en disant « Écoutez, il y en a marre. Il y en a marre. » Cela étant, cette relation transatlantique qui bat de l'aile est, je dirais, une constante dans l'Alliance. Et c'est pour ça que transformation d'un héritage, vous avez un trait fort, un trait qui demeure, qui est celui de la grande inquiétude européenne du découplage transatlantique. Souvenez-vous, pour les plus anciens, au moment de la guerre froide, à cause de la menace soviétique, on disait aux Américains comment faire pour éviter ce découplage, comment faire pour vous forcer à intervenir si jamais on est attaqué. Vous allez nous mettre 300 000 GI, ça fera quand même un certain nombre d'otages, s'il y en a un certain nombre qui sont tués par les soviétiques, du coup vous serez obligés d'intervenir. Tiens, mettez-nous quelques bombes atomiques, on fera semblant, on va les opérer sur nos avions, mais comme ça on pourra faire des choses. Et puis au moment de la guerre froide, on va quand même faire des efforts de dépenses de défense. S'il n'y a plus de guerre froide, on ne va plus faire d'efforts de défense. Voilà. Donc certes, transformation de ce thème du découplage dans une sorte de fatigue transatlantique qui dépasse le cadre de l'OTAN, même si, bien évidemment, l'Alliance est le réceptacle assez naturel de ce débat. Pas l'unique, mais un réceptacle important de ce débat transatlantique. Troisième sujet, c'est la fin du moment expéditionnaire.
Je vous l'ai dit, l'Alliance s'est transformée parce qu'à partir de 1995, elle a mené des opérations, et je vous ai dit, elles sont quasiment terminées depuis cette année. Donc on a eu 20 ans d'opérations alliées. Aujourd'hui, il reste une petite opération au Kosovo. Qu'est-ce qui reste ? Il reste une mission en Afghanistan, mais qui est amenée à se terminer d'ici 2 ans. Il reste une petite opération maritime au large, une opération maritime en Somalie et une opération maritime en Méditerranée, mais qui sont, disons les choses simplement, pas très grandes. Donc finalement, l'empreinte opérationnelle de l'Alliance, aujourd'hui, est faible. Et du coup, le sujet, le débat, c'est comment on conserve la triple ambition. La première ambition, c'est le cœur de l'Alliance, c'est l'article 5, c'est le haut du spectre. La Grande Guerre. La Grande Guerre avec tout un tas de chars, d'avions, d'artillerie. Ça, on doit le conserver. C'est quand même, le cœur de métier de l'Alliance. Grand 1. Grand 2, comment est-ce qu'on conserve l'expérience acquise lors de, justement, tous ces engagements opérationnels en Afghanistan, en Libye, enfin, partout où on est allé se promener. On a appris des choses. Et quand je dis on, c'est les Français aussi. Nous, membres de l'Alliance, avons appris des choses. Et je pense que c'est ce à quoi faisait allusion très probablement le général Desportes, quand il disait, attendez, n'en dites pas trop de mal, parce que c'est quand même utile pour toutes ces questions d'interopérabilité, ne nous y trompons pas. Alliance égale organisation internationale spécialisée dans les affaires de défense, et son principal produit, c'est justement cette interopérabilité, c'est le fait que nous, Français, nous, Américains, nous, Belges, nous, n'importe qui, nous sommes capables de travailler ensemble et d'élaborer un standard commun. Troisième sujet, troisième ambition, j'allais dire militaire, c'est la préparation des formes futures de conflit. C'est ça le sujet. Parce qu'on n'a pas arrêté d'être surpris, mais c'est la loi de la guerre d'être surpris. S'il y a une loi à la guerre, c'est celle du contournement, c'est celle de la surprise. Donc nous serons surpris par les conflits de demain. Et comment on fait pour se préparer justement à ces conflits de demain ? Et de ce point de vue-là, l'Alliance est un laboratoire qu'il ne faut pas jeter. Voilà, je veux dire, il ne faut pas jeter le laboratoire bébé avec l'eau du bain de la grande politique ou de la petite politique. Accessoirement, je constate que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, l'Alliance entre toujours en second sur les théâtres. Je ferme les parenthèses. Sujet suivant, quatrième, il y en a 5. Les divergences d'intérêts entre alliés. Et ça va au-delà de cette fatigue transatlantique. Certes, ces divergences sont traditionnelles parce que l'Alliance est d'abord, comme dans tout club, l'endroit où on se retrouve pour se disputer. Un club, ça sert à quoi ? Ça sert à se disputer avec des gens de bonne compagnie. D'accord ? C'est comme les réunions de famille. Voilà, ça sert à ça. L'avantage du club, c'est qu'à la fin, on bâtit un consensus. Et à l'Alliance, c'est quand même une machine à fabriquer du consensus. Alors, le sujet, c'est est-ce que le consensus, il est haut, il est dur, ou est-ce que c'est un consensus bas, mou. Voilà. Or, aujourd'hui, l'observateur peut avoir le sentiment que les consensus sont de plus en plus faibles. La question aujourd'hui cruciale du flanc Est versus flanc Sud, on y reviendra, mais aujourd'hui, c'est cette question qui cristallise les débats. Comment est-ce qu'on organise du consensus, non seulement transatlantique, mais intra-européen ? Et ça, l'Alliance Atlantique est quand même une enceinte où s'exprime ce débat. Dernier débat, la question budgétaire, qui sous-tend d'ailleurs la divergence euro-atlantique et qui sous-tend, et vous l'avez à peu près compris, aussi la divergence intra-européenne.
Autrefois, et là encore, je reviens à l'alliance d'avant, celle de la guerre froide, on parlait de partage du fardeau, expression inventée en 63-64. Aujourd'hui, on invente d'autres choses, mais toujours se pose la question de la dépense. Parce que l'expression d'une volonté politique se marque par des choix budgétaires et donc par des volumes de dépenses. La politique, c'est le choix de la dépense. Ce qui explique au passage, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, que dans le débat budgétaire public à l'Assemblée nationale, tout le monde s'intéresse à la loi de finances initiale et tout le monde se contrefiche de la loi de règlement. Alors que ceux qui travaillent ici dans des entreprises ne regardent que le bilan de fin d'année et se fichent un peu du plan de programmation de dépenses. Ce qui compte, c'est ce qui arrive à la fin de l'année, pas sur le débat public. Et pourquoi pas sur le débat public? Parce que l'expression de la politique, c'est le choix de la dépense. Aujourd'hui, dans l'Alliance, et ça a été non pas un engagement, mais une expression de la déclaration du sommet de Galles, on parle d'un objectif. Alors, il n'y a pas d'engagement, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Je vous inquiète. On parle d'un engagement de 2% du PIB dans les dépenses de défense, dont 0,20% sur des dépenses d'investissement. Ça a été décidé en septembre. La Belgique, qui était à 0,7% du PIB, a eu un nouveau gouvernement et des élections, et il semble qu'une des première décision serait d'abaisser le budget de la défense. Tout ça pour vous montrer qu'il est loin des mots aux actes. Aujourd'hui, les priorités en Europe ne sont pas à la défense, et donc elles ne sont pas à une OTAN forte, ou à une Europe forte. Parce que, et excusez-moi de remettre un peu tout dans le même paquet, que ça soit l'Europe de la défense ou l'OTAN, de toute façon, ce sont les mêmes capacités dans lesquelles on tape. Et à partir du moment où les Européens ne veulent pas collectivement faire d'efforts de défense, peu importe la structure que vous allez employer, puisque vous n'allez pas l'employer. Oui. Aujourd'hui, le débat est celui flanc Est versus flanc Sud. Pour le dire d'un mot, entre une Russie qui montre des dents, mais qui n'attaque directement aucun pays allié, mais si jamais un conflit avait lieu, les conséquences en seraient bien évidemment extrêmement graves. Donc une potentialité très dangereuse, le flanc Est. Et un certain nombre de pays alliés qui sont déjà attaqués, qui se disent en guerre contre du djihadisme, où là vous avez une réalité, même si, comment dire ça, les bilans humains sont aujourd'hui moindres que si jamais on rentrait dans un conflit général avec la Russie. Je dis ça. Donc une réalité et une potentialité, sachant que la potentialité a le risque, a des potentialités beaucoup plus dangereuses. Voilà le débat. Et l'Alliance est aujourd'hui dans une réflexion, malgré tout dans un débat, pour savoir comment avoir une stratégie unique qui réponde à ces deux flancs. Alors quel est l'avenir de l'OTAN ? C'est bon. Pour moi, c'est une boîte à outils. Ça a été une boîte à outils qu'on a utilisée. C'est pour ça qu'elle s'est transformée pendant 25 ans. On a cessé de l'utiliser pendant 25 ans. Et on va la conserver au cas où. Elle ne va pas forcément croître,
Ça va peut-être péricliter, tout dépend de l'usage. À l'été 2001, en août 2001, qui aurait parié que 10 ans plus tard, l'OTAN aurait plus de 100 000 hommes en Afghanistan? Personne. 140 000. À l'hiver 2011, qui aurait parié un kopek, un cent, un Deutschmark, un je ne sais quoi, pour une opération en Libye? Bon, arrêtez, soyons sérieux. Les gens sérieux ne croient jamais à ce qui va se passer. Tout ça pour vous dire que l'OTAN sera surprise. Ça, je peux le prévoir. Il n'y aura pas que l'OTAN, d'ailleurs. Tout le monde sera surpris. Mais l'OTAN enfin, puisque nous parlons de l'OTAN aussi sera surprise. Et puis elle sera éventuellement, plausiblement, probablement, peut-être, j'en sais rien, utilisée. Mais si elle est utilisée, elle sera utilisée à quelque chose à laquelle elle ne s'attend pas du tout aujourd'hui, et à laquelle elle devra démontrer des qualités et capacités qu'elle n'a pas aujourd'hui. Vous me direz, c'est assez normal, puisque l'alliance, c'est une alliance de militaires, et les militaires font des jobs, c'est pas leur job, mais il n'y a qu'eux qui savent les faire. Vous voyez, si vous voulez qualifier un militaire, voilà, c'est quelqu'un qui va faire des jobs pour lesquels c'est pas prévu que ça soit lui, mais c'est lui parce que lui, il a des capacités de réaction et de débrouillardise, etc. Voilà, je parle de l'institution. L'institution, c'est toute circonstance. Donc le militaire, ça doit réagir à toutes circonstances. Et c'est le vrai de l'alliance. Bref, l'alliance devra s'adapter, se transformer sous la pression des événements. Alors c'est pourquoi je souhaite plein de crises à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique, pour deux raisons. Parce que d'abord, quand l'Alliance est en crise, ça veut dire qu'elle est encore vivante. Voilà. Hein. Je veux dire, la crise, c'est quand même un signe de vitalité. Et puis grand 2, parce que ça me forcera à faire des éditions successives du livre. Ce qui est mon intérêt personnel, bien compris. Je vous remercie. Merci beaucoup.